Plusieurs études réalisées sur le marché des biomédicaments prévoient une poursuite du fort développement de ce marché dans les années à venir. Les biomédicaments représentent une part de plus en plus importante du pipeline et du chiffre d'affaires de grandes firmes pharmaceutiques mondiales. Sur les 10 médicaments les plus vendus dans le monde, 5 sont des biomédicaments. Humira, Enbrel, Lantus, Remicade et Mabtera. Pour Sanofi, première entreprise pharmaceutique française, les produits biologiques représentent 80% du portefeuille des projets en développement et 45% du chiffre d'affaires. Chez Pfizer, les ventes de biomédicaments représentaient 93% des ventes totales en 2013. Une étude estime la part des biomédicaments sur le total des ventes des médicaments à 11% en 2002, 18% en 2012 et prévoit une part de 19 à 20% en 2017. En France, 85% de la production est d'origine chimique et 15% d'origine biologique. En tant que troisième exportateur de médicaments sur le marché international, elle enregistre un excédent commercial qui dépasse les 7 milliards d'euros depuis 2010. En termes d'emploi, la moitié des effectifs est localisée dans un petit nombre de régions. 25% en Île-de-France, 16% en Rhône-Alpes et 10% en région Centre-Val de Loire. Malgré ces atouts, la France reste en retard en matière de production de biomédicaments. En effet, sur les 130 molécules enregistrées en Europe entre 2012 et 2014, dont l'essentiel sont des biomédicaments, seules 8 seront produites en France. En 2013, seulement 3% des anticorps monoclonaux administrés en France ont été produits sur le territoire national. La mesure du poids du secteur pharmaceutique dans le secteur manufacturier de chaque région par rapport à la moyenne nationale nous permet de constater une surreprésentation de l'industrie pharmaceutique dans 7 régions, notamment la Haute-Normandie, le Centre-Val de Loire et l'Île-de-France. La région Centre dispose d'un certain nombre d'atouts qui font d'elle une terre d'accueil potentielle de la production de biomédicaments. L'existence d'un tissu industriel, un tissu universitaire et de formation adapté représenté par les facultés de pharmacie, l'Institut des métiers et des technologies et la plateforme Biocube, un laboratoire d'excellence à la pointe sur les anticorps monoclonaux, des regroupements d'entreprises d'envergure intra-régionale telles que le GREPIC et interrégionale telles que Pôle Pharma, une structure d'accompagnement dans la recherche de financement telle que l'ARIT, des avantages géographiques, centralité de la région, proximité à l'Île-de-France, disponibilité et prix du foncier, et surtout une volonté politique régionale concrétisée par le programme ARD 2020 biomédicaments visant à faire de la région Centre-Val de Loire une terre d'excellence en matière de biomédicaments. Pour développer le secteur du biomédicament, les différents acteurs de la région Centre-Val de Loire doivent collaborer pour exploiter au mieux ces atouts. Pour se tourner vers la production de biomédicaments, il est essentiel de mettre le point sur 3 facteurs. Le premier, c'est un facteur capitalistique, c'est-à-dire que vous avez une décision industrielle de dire on adapte notre outil de production et on se tourne vers la bioproduction ou la production secondaire de biomédicaments. C'est une décision qui appartient au groupe industriel. L'influence qu'on peut avoir, c'est simplement d'aider un directeur d'usine, par exemple, qui essaie d'obtenir une décision auprès de son groupe, de mettre en valeur finalement la situation de son usine, situation au sein du cluster Pôle Pharma, au sein d'une terre fertile du médicament qui constitue forcément un avantage compétitif. Il est plus facile ici qu'ailleurs de produire des médicaments. Le deuxième facteur, c'est un facteur innovation. On se rend compte que il est plus facile de capter de la production quand on a capté les dernières phases de développement, notamment la phase 3 sur les phasages de développement d'un médicament. Quand vous avez cette phase de développement et la connexion entre, par exemple, une start-up et un industriel sur cette quasi dernière phase d'essai clinique, eh bien, naturellement, la production se fera plus facilement et a plus de chances de se faire sur le site industriel qui a accueilli ce développement. Le troisième facteur est un facteur ressources humaines. Compte tenu de la spécificité des procédés de bioproduction, l'un des enjeux va être de former le personnel à ces nouvelles pratiques. 3 questions se posent. Quelles vont être les compétences attendues demain ?
Quelle formation pour le personnel de ce secteur? S'agit-il d'une transformation de métiers existants ou l'apparition de nouveaux? Pour identifier les besoins en compétences et y répondre par des formations adaptées, la collaboration doit se faire entre différents acteurs: industriels, start-up, clusters, centres de formation, professionnels de la santé. À titre d'exemple, l'IMT a proposé une formation adaptée aux besoins de reconversion vers la bioproduction d'une partie du site de Sanofi à Vitry-sur-Seine. En 2009, près de 200 millions d'euros ont été investis pour la reconversion. 64 personnes ont été ainsi formées en 2 temps, 15 jours de théorique et 5 jours de pratique. À la suite de cette formation, les techniciens, opérateurs et agents de maîtrise étaient opérationnels sur les nouveaux procédés de fabrication. Est-ce que se tourner vers la bioproduction nécessite de faire table rase de notre outil industriel? Cela dépend de quoi on parle en fait. Si on parle de la bioproduction primaire, c'est vrai que nos sites d'origine chimique ne sont pas adaptés, et là il faut tout refaire. On a un cas d'école qui est d'ailleurs pas sur la région centre, mais sur le périmètre Pôle Pharma à Vitry, le site de Sanofi, mais là on repart de zéro. En revanche, si on parle de production secondaire de médicaments d'origine biologique, là on a déjà des capacités, ou alors c'est atteignable, c'est plus facilement réalisable. Comme je le disais tout à l'heure, la production de médicaments d'origine biologique est souvent une production sous forme de lyophilisés ou d'injectables. On a un certain nombre d'acteurs qui produisent déjà de l'injectable, et puis d'autres qui sont en train de se tourner, et on retombe sur les facteurs capitalistiques, d'investissement, de formation, pour pouvoir capter ces opportunités. Mais c'est de la production secondaire qui est à notre portée, c'est notre spécialité, c'est notre excellence, et ça on sait faire. En région Centre-Val de Loire, 2 contraintes sont à surmonter pour assurer ce virage vers la production de biomédicaments. Renforcer l'interaction entre les entreprises du secteur et les laboratoires publics de recherche, mettre en place des moyens de financement adaptés. Bon nombre d'entreprises de la filière ne sont pas des entreprises à forte intensité technologique. Et en général, elles ne savent pas ce qui se passe dans les laboratoires publics de recherche. Et la réciproque est vraie également. Le deuxième élément a trait plutôt au financement, mais en haut de bilan. Autant la chaîne de financement est clairement assurée entre la région, BPI-France, l'Europe, sur les investissements classiques, mais quand on parle haut de bilan, développement de médicaments, on voit là un point faible, c'est long, c'est coûteux, c'est risqué, et il n'y a pas vraiment d'offres diversifiées si l'on veut assurer le financement sur la longue durée pour l'émergence de biomédicaments. Une des solutions qui est travaillée actuellement est de voir pour la mise en place d'un fonds d'investissement de manière à assurer une certaine pluralité. C'est un dossier qui avance avec l'ensemble des partenaires, que ce soit Pôle Pharma, l'université, l'IMT, mais également les autres financeurs publics. Cela se fait aussi en association avec des fonds privés. Dans ce contexte de fort développement des biomédicaments, comment la région Centre-Val de Loire pourra-t-elle exploiter au mieux ses atouts tout en surmontant les contraintes pour devenir une terre d'excellence en matière de biomédicaments? Voilà, et pendant que nos intervenants de la première table ronde montent sur scène et prennent leur place, le débat est posé, surmonter ces contraintes, cette mutation industrielle. On a entendu le terme fort de table rase. Est-ce qu'on peut faire table rase de l'outil industriel de la région Centre, dont toute la région est si fière? Est-on trop fier de cette industrie industrielle? On va essayer de poser la question avec Xavier Monjanel. Bonjour, vous avez le micro devant vous. Donc, Xavier Monjanel est le directeur général de Cheminot à Vouvray, une entreprise de 360 salariés, un façonnier de la pharmacie. Et Xavier Monjanel est également le président du GREPIC, qui est le groupement régional des entreprises de la pharmacie. À ses côtés, Patrick Ibon de Froin, bonjour. Monsieur Ibon de Froin est le directeur de l'IMT, l'Institut des métiers et des technologies
du médicament, et qui est à l'origine du Biocube, hein, dont on a posé la première pierre il y a quelques semaines maintenant, ce futur institut de formation au métier de la bioproduction, ou des biomédicaments plutôt, et vous nous en direz un mot tout à l'heure. Bien sûr, on aura cette question des ressources humaines et de la formation. Et à vos côtés, enfin, Pascal Breton, bonjour. Donc, Pascal Breton est orléanais, donc il est bien de la région centre, et il a à Tours repris la société Vitam Ferro qu'il continue de développer. Vitam Ferro qui est issu de la recherche académique, hein, de l'université. Je vous corrige, je ne l'ai pas reprise, je l'ai créée. Créée, oui. Vitam Ferro, mais à partir d'une recherche académique et un transfert de technologie. Vous nous direz ça tout à l'heure. Vitam Ferro de l'université de Tours et de pharmacie, est dédié à la production d'un biovaccin en santé animale. Et enfin, qui vient de nous rejoindre, Christophe Carissimo, bonjour. Donc Christophe Carissimo, vous êtes consultant au sein de Cactus Pharma et vous avez été directeur industriel de Norgine Pharma à Dreux, membre fondateur du cluster Pôle Pharma, qui est donc un cluster national, et un temps directeur du CODEL, le CODEL étant le comité de développement économique de l'Eure-et-Loire. Alors, vous avez vu ce film, hein, surmonter ces contraintes et trouver un petit peu la formule magique du développement économique en matière de biomédicaments. Première question, hein, une première grande question sur la mutation industrielle. La région centre, c'est la 3e région industrielle en termes de pharmacie, Xavier Monjanel, 9300 emplois directs, 58 laboratoires, 13 façonniers. Alors, est-ce qu'il faut faire table rase de cet outil industriel, on va dire, classique, pour se lancer et réussir la mutation vers les biomédicaments? Bonsoir. Non, évidemment, il ne faut pas faire table rase de cet outil industriel pharmaceutique de pointe et historique. Car, comme l'a dit le professeur Vattier dans son introduction, ces médicaments chimiques ne s'opposent pas aux médicaments biomédicaments. Les biomédicaments sont des nouveaux médicaments, mais on se soignera encore bien longtemps, je pense, avec les médicaments fabriqués en région centre. Donc cette excellence industrielle, il faut la préserver. C'est un de nos défis actuellement de maintenir cette activité de production, donc c'est aussi le maintien des emplois, hein, au sein donc du bassin région centre et élargi. Christophe Carissimo, sur ce sujet-là, est-ce que l'industrie chimique classique de la pharmacie, on va dire, est condamnée à terme ou Non, comme le dit Xavier, les deux coexisteront encore longtemps. Hein, la chimie est loin d'être morte, heureusement. Simplement, au contraire, ça nous donne des atouts, puisqu'on a aujourd'hui, que ce soit en termes de personnel, de formation, de culture, de réseau, on a aujourd'hui beaucoup d'atouts sur notre territoire qui font qu'on est bien positionné pour accueillir les biomédicaments. Maintenant, il y a beaucoup de défis à relever, on en parlera sans doute un peu plus tard, mais sur les financements, sur un certain nombre de choses. Transformer les usines ne va pas de soi, hein, c'est clair. La transformation d'une usine chimique en une usine bio, c'est pratiquement aussi compliqué que d'en créer une ex nihilo. Mais à côté de ça, on a quand même tous les autres atouts pour accueillir ces nouvelles molécules. On va y revenir juste après. Xavier Monjanel, quand vous dites les médicaments classiques, traditionnels ne sont pas terminés, exemple de médicaments qui ont une durée de vie encore Je ne sais pas, prenez le Doliprane, c'est une molécule que tout le monde connaît, mais n'importe quel anti-inflammatoire bénin, toute la médication dite familiale, ce qu'on appelle la bobologie, c'est pas péjoratif, mais les petits soins, on n'est pas encore, on est loin d'être sur des médicaments issus des biotechnologies. Je pense que quand on parle de biomédicaments, on soigne des pathologies graves ou des grandes pathologies mondiales comme un diabète ou des choses comme ça. On en a parlé, ça, effectivement, ça peut être adressé par les biomédicaments. C'est surtout les cancers ou les maladies orphelines, les maladies très rares. Ce qu'a dit le professeur Vattier est très juste, c'est qu'aujourd'hui, on s'est soigné avec ces médicaments des maladies qu'on ne savait pas soigner avec les médicaments chimiques. Et ça, c'est un changement fondamental qui
portent un espoir immense sur ces nouveaux médicaments. Et ça peut se comprendre vis-à-vis de patients souffrants et qui aujourd'hui n'avaient pas d'espoir. Ensuite, l'économie, les économies d'échelle, le coût d'un traitement et tout le processus pour amener ce médicament aux patients, ça c'est encore un autre débat. Mais ce qu'il faut préciser dans la même veine, c'est que des industriels de la pharmacie classique viennent d'investir des sommes massives en région centre. Alors peut-être que Christophe Carissimo, vous pouvez nous parler d'Ipsen en Eure-et-Loire, où il y a eu des investissements majeurs assez récemment qui ont été décidés. Donc dire que l'industrie de la pharmacie classique est morte, c'est aller à l'encontre de ce qu'ont décidé les boards de ces entreprises-là. Heureusement, oui, non, l'industrie aujourd'hui pharmaceutique traditionnelle continue de se porter correctement, avec certes beaucoup de défis à relever, avec une baisse des effectifs quand même au niveau national, avec une régression des chiffres d'affaires, donc il faut être vigilant parce qu'on a beaucoup de défis à relever, mais malgré tout, heureusement, il y a encore de belles entreprises qui investissent sur notre territoire, telles que Famar, telles que Novo Nordisk, qui a investi énormément, Ipsen, vous l'avez noté, et heureusement, et quelques autres. Et Chiesi, par exemple, à Blois. Chiesi, qui investit, oui, il y a encore des beaux investissements, heureusement. Oui. Mmh. Peut-être un mot sur cette question. Est-ce que l'industrie pharmaceutique classique, on va dire, est condamnée, Patrick Ibon-de-Froin ? Non, bien évidemment que non. Je ne vais pas reprendre ce que viennent de dire Xavier et Christophe, mais l'industrie pharmaceutique est à un tournant, clairement. Certains ont cru dans les années 2005-2010 que les biomédicaments étaient une mode. On s'aperçoit aujourd'hui que c'est évidemment pas une mode. 70% des produits obtenant une autorisation de mise sur le marché sont des biomédicaments. Donc il faudra bien adapter, accompagner le tissu industriel de la région centre sur cette mutation. On a bien accompagné dans les années 70 cette industrie qui est passée du gramme au milligramme, si je puis dire, de principe actif, de la même façon, donc avec des paradigmes totalement différents. On l'accompagnera de la même façon, et je ne doute pas une seule seconde que ces industries suivent cette évolution et s'adaptent à ça. Il n'y a aucun problème. Peut-être un mot là-dessus, Pascal Breton, avant qu'on développe. En ce qui me concerne, j'adhère totalement à ce que mes collègues et amis viennent de dire. La seule chose que j'ajouterais, c'est que le potentiel de croissance économique en termes de chiffre d'affaires, il est certainement sensiblement plus important dans le domaine biopharma que dans le domaine pharma traditionnel. Mais quand on a dit ça, ça ne veut pas dire que la pharmacie du chimiste n'a plus rien à faire dans notre industrie, bien au contraire. Mais à côté, il y a la pharmacie du biologiste qui prend une part de plus en plus importante, et ce qu'on a vu dans la vidéo le montrait très clairement. Et effectivement, c'est pas une mode. Non seulement c'est pas une mode, mais il est urgent que dans notre pays et en Europe, on se rende compte que effectivement c'est un besoin impérieux pour préserver, pérenniser et développer notre industrie. Alors, je vous relance, Pascal Breton, sur gardez le micro. Est-ce que dans le développement de votre biovaccin, le fait qu'on rappelle que la société a été créée en 2007, est-ce que, donc c'est comme beaucoup de sociétés émergentes, dans le secteur des biotech, beaucoup de capitaux investis, est-ce que vous sentez une résistance du milieu traditionnel de la pharma? Est-ce que vous avez senti ça au fur et à mesure des étapes? Est-ce que l'émergence des biotech freinés, des biomédicaments freinés, c'est aussi un frein fait par, on va dire, les grandes entreprises pharma? Ou alors pas du tout? C'est peut-être été le cas il y a 15 ans, 20 ans, mais c'est plus le cas maintenant. C'est clair que en Europe et en France en particulier, je parle sous le contrôle de mes amis, on n'a pas cru à la biopharma, contrairement à ce qui s'est passé outre-Atlantique.
Ce qui fait qu'on a accumulé du retard. Tout à l'heure, on a vu dans le film encore que 3% des anticorps monoclonaux qui sont commercialisés sont produits sur notre territoire. 3%. Alors qu'on est, combien? Le 3e exportateur de médicaments dans le monde, c'est ça? J'ai mal compris. Donc ça souligne de manière extrêmement claire que nous, les Latins, qui n'aimons pas le risque, qui n'aimons pas les time to market trop longs, et qui n'aimons pas les développements trop chers, eh bien, on a un petit peu manqué le virage des biomédicaments. Mais quand on a dit ça, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas encore une carte à jouer ou des cartes à jouer, au contraire. Après, c'est une question de méthode, une question d'approche stratégique. Et moi, aujourd'hui, je ne vois plus de réticence, en tout cas dans notre pays, pour des investissements, des initiatives qui favorisent l'émergence des biomédicaments et de l'industrie qui vise à les produire et à les exploiter. Patrick Hibon de Froin, vous vouliez réagir? Oui, pour rebondir sur ce que vient de dire Pascal, la France avait pris du retard là-dessus de façon très claire, à la différence des Américains, des Canadiens ou des Japonais. Ce retard a été... la prise de conscience de ça a généré ce qu'on appelle le CSIS, le Conseil stratégique des industries de santé, en 2006, si je n'ai pas de mémoire. Et puis, petit à petit, la locomotive s'est mise en route. Et il est à noter, et je ne suis pas flagorneur pour dessous là-dessus, mais il est à remarquer que la région Centre a pris conscience, le Conseil régional a pris conscience de cela il y a peut-être maintenant 3 ans, si j'ai bonne mémoire, et a lancé ce qu'on a vu, le projet ARD 2020, pour permettre à la fois le développement de la recherche académique, mais aussi d'implantation éventuelle de start-up, d'industriels, et la formation qui va autour, et la communication qui va autour, pour montrer aussi qu'en région Centre, il y a de vraies et de très belles compétences, et que c'est l'avenir de la région Centre sur le plan industriel passe aussi par là. Et cette prise de conscience et donne les moyens de cela, aussi bien à la R&D qu'aux industriels, on l'espère demain, bien évidemment. Alors, il y a une question sur laquelle on est passé très vite. Xavier Monjanel, qu'est-ce que ça réclame très concrètement à un industriel de passer de l'industrie, on va dire, chimie classique à la bioproduction? Qu'est-ce que... Il faut essayer d'être très simple pour être compris. Dans la fabrication d'un médicament d'origine chimique, vous achetez un principe actif, donc qui est sous forme poudre, en forme liquide, on le met en œuvre dans une formule et ensuite on le met dans une forme qui va lui permettre de dispenser au patient. C'est peut-être un comprimé, une gélule, un injectable, une pommade. Donc on voit bien qu'il y a une phase, je fabrique ce principe actif et puis dans mon usine, moi je le mets en œuvre et je le mets dans mon médicament. Bon. Pour les médicaments, les biomédicaments, c'est la phase de fabrication du biomédicament qui est complexe et qui est complètement différente de la phase chimie. Ce ne sont plus des synthèses chimiques puisque ce sont des bioréacteurs, des cultures cellulaires, donc c'est un matériel complètement différent. Mais de toute façon, si je dois faire une comparaison, aujourd'hui les industries de la région Centre, les laboratoires pharmaceutiques de la région Centre ne fabriquent pas leurs principes actifs chimie. Donc ils ne fabriqueraient pas non plus demain leurs principes actifs biologiques. Le schéma auquel tout le monde rêve, c'est qu'on puisse en fait fabriquer ce matériau biologique dans des centres construits ex nihilo pour ça, parce que ça demande une construction ad hoc, stabiliser ce matériau et ensuite, dans une partie secondaire, comme le soulignait Fabien Riolet dans son interview, pouvoir le mettre en œuvre dans nos sites. Ça, si on arrive à stabiliser, ce n'est pas une utopie, de pouvoir faire une mutation progressive et réelle des sites de la région Centre vers des sites producteurs de médicaments biologiques. Si on n'y parvient pas, s'il faut tout faire sur place, c'est-à-dire
produire la biologie et tout de suite derrière le mettre dans un injectable, ça va être très très compliqué de fabriquer les médicaments d'origine biologique dans nos sites. Alors, on a un exemple concret. Vitam Ferro est sur le point d'industrialiser ou va bientôt essayer de le faire en tout cas. Quelle solution vous avez choisi? Où est-ce que sera produit le principe actif, la souche, et où sera assemblé ou fait l'injection, enfin l'injectable plutôt? Vous n'avez pas encore fait le choix, je sens. Ah, si. Enfin, vous savez, un choix, on l'a fait. Après, on pourrait changer d'avis. Non, aujourd'hui, notre objectif, c'est de trouver des partenaires qui vont prendre en charge la production, la fabrication de nos vaccins. Alors, ça peut être des partenaires français, et à ce moment-là, ça serait produit probablement en France ou en Europe. Voire ailleurs, dans d'autres pays industrialisés qui disposent, on va dire, des ressources pour accomplir ce type d'opération. Bon, maintenant, je veux dire, si vous me demandez ce que j'aimerais moi personnellement faire, j'aimerais pouvoir faire en sorte que Vitam Ferro puisse assurer une certaine pérennité, idéalement changer son actionnariat pour, avec l'aide, on va dire, des banquiers par exemple, pour pouvoir faire, comme on dit, une LBO et ensuite se développer seul. Et puis, effectivement, produire elle-même et commercialiser elle-même ces vaccins. Mais ça, c'est... Là, je suis en train de rêver tout haut, c'est comme dans la pub, vous savez. C'est un rêve. Mais pourquoi pas, ça peut arriver. Mais alors là, ça retombe sur les problématiques qui également étaient évoquées dans la vidéo. Et j'ai eu grand plaisir d'entendre Frédéric Pina qui parlait de la création d'un fonds d'investissement en région centre. Alors, la question des financements, on se la garde pour après. Mais là, on est juste sur la mutation industrielle. Qu'est-ce que ça réclame de mettre en place une ligne de bioproduction? Ça coûte combien? Pour nous, aujourd'hui, c'est inenvisageable parce que ça coûte trop cher, bien trop cher. Je pense, mais là Xavier répondra mieux que moi, mais je pense qu'on peut tabler sur plusieurs dizaines de millions d'euros pour mettre en place une unité de production de biomédicaments. Bon, évidemment, tout dépend des biomédicaments, etc. Mais je crois que c'est un peu moins. Récip Pharm Amont a installé une ligne d'injectables à 2,5 millions. On l'a évoqué l'année dernière au printemps de la production pharmaceutique à Lyon. Et tout dépend de savoir ce dont on parle. Est-ce qu'on fabrique le biomédicament ou est-ce qu'on met en forme pharmaceutique le biomédicament? C'est deux choses différentes. Fabriquer le biomédicament, c'est horriblement cher. Le projet BioLunch, je ne dévoile aucun secret là, c'est plus de 600 millions d'euros. C'est un bâtiment, c'est des énormes réacteurs, c'est des énormes compétences, voilà. Maintenant, prendre le biomédicament et le mettre sous forme injectable, on a vu que ça pouvait, selon les industries pharmaceutiques de la région centre, et en fonction de ce qu'ils ont déjà comme capacité, c'est entre 2 et 7-8 millions d'euros, à peu près. Donc, à peu près encore abordable par des entreprises de moyenne taille. Hein. Donc, c'est encore quelque chose de faisable. Ce qui est plus complexe, c'est de passer ceux qui fabriquent traditionnellement des comprimés, ce qu'on appelle les formes sèches, pour passer aux injectables. Les compétences sont différentes, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais ceux qui fabriquent déjà des injectables, c'est beaucoup plus facile pour eux d'arriver sur les biomédicaments. Mais les biomédicaments, je termine là-dessus, dans cette mise en forme, on change aussi de taille. Vous citiez un laboratoire du sud de Tours qui avait l'habitude de fabriquer des produits type xylocaïne, lidocaïne, mais qui fabriquait ça dans des cuves au mètre cube. Aujourd'hui, dans la protéine recombinante qu'ils mettent en œuvre et en carpule, c'est 18 litres de mise en œuvre.
Le processus de fabrication de la xylocaïne, c'est 2 heures, 3 heures. Le processus de fabrication, de mise en solution et de stabilité de cette hormone recombinante, c'est plus de 30 heures d'affilée. Donc c'est des changements de paradigme là aussi. Il y a des changements d'échelle. Oui. Christophe Carissimo, sur cette question de la mutation et du coût de la transformation des process industriels. Je crois que tout d'abord, on s'était un peu endormi en France, de façon générale, où on n'a pas vraiment anticipé les biomédicaments, dans la mesure où on avait une industrie qui était plutôt en pleine forme par rapport à d'autres pays européens, tels que l'Allemagne ou les Anglais, qui ont beaucoup souffert bien avant nous, et qui ont pris le virage avant nous. Donc ça, c'était un constat un petit peu où on n'a pas su anticiper. Ensuite, si on regarde les big pharma, donc d'une part, elles n'ont pas forcément anticipé, en tout cas chez nous en France. D'autre part, elles ont beaucoup corrélé leur investissement en recherche, et donc derrière les investissements en production, au prix des médicaments. Et on a été particulièrement affecté par la stratégie prix du médicament en France, où le médicament est juste vu comme un coût et pas du tout comme un service rendu, ce qui fait que les prix sont très bas, matraqués, et le résultat, c'est que les big pharma nous ont sanctionnés et ont investi ailleurs plutôt qu'en France. Oui, c'est à travers cette explication. Ce mécanisme-là a amplifié le phénomène de Pfizer à Amboise, qui a d'abord par exemple, ou d'autres big pharma qui ont préféré investir ailleurs qu'en France en nous sanctionnant sur cet aspect-là. Après, sur l'implémentation en elle-même, donc beaucoup de structures dans les bioproduits sont des start-up. Là aussi, on va en reparler après, mais on est sans doute handicapé par le manque de financement en France et donc par le faible nombre de start-up par rapport à d'autres pays. Et puis un dernier point, c'est par rapport au ticket d'entrée, comme on l'évoquait là, qui est élevé. Moi, je pense qu'il ne faut pas désespérer. Les technologies évoluent à vitesse grand V et on peut espérer que d'ici quelques années, le ticket d'entrée soit moins important qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc ça aussi, c'est un aspect à prendre en compte. C'était certainement plus difficile il y a 5 ans de démarrer de zéro. Ça l'est encore aujourd'hui, on le disait, comme mes collègues l'ont dit, Xavier insistait, c'est-à-dire que mettre en forme, c'est une chose, mais l'ensemble du processus, aujourd'hui, il est encore particulièrement onéreux. On peut penser que les prix, à terme, la technologie évoluant, la science évoluant, les prix vont baisser et qu'on pourra revenir dans la course, sachant qu'on a par ailleurs plein d'autres atouts avec notre savoir-faire industriel. Pour clore ce paragraphe un peu technologie, Xavier Monjanel, il me semble que pour produire en bioproduction, il faut que l'ensemble du process soit stérile, ou une grande partie. Et c'est ça qui renchérit aussi le coût. Oui, si c'est injectable, il faut que ce soit stérile. Mais là, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a des industriels de la région qui font des injectables et qui ont les autorisations, dont le personnel est formé, qui ont les ateliers ventilés pour ça, donc ils savent le faire. Donc, que ce soit un matériau-biotech ou une hormone ou un anticancéreux, vous savez, c'est la même complexité de manipulation, mais on sait le faire. C'est tout à fait atteignable. La fabrication du biomédicament dans des grands réacteurs de fermentation ou des petits, ça c'est plus complexe parce que c'est un autre métier et c'est des investissements beaucoup plus lourds. Là, la région centre est un peu moins, n'est pas prête, n'est pas outillée, n'est pas outillée. Il n'y a pas d'équipement. Alors justement, c'est ça qu'il faut, c'est ce savoir-faire qu'il faut apporter. Oui. Ce qui pose la question, et vous l'avez soulevé, Christophe Carissimo, de la localisation des sièges sociaux des entreprises. Finalement, la région centre est une grande région pharmaceutique parce qu'elle a aussi bénéficié dans les années 70 d'un transfert d'usines comme dans d'autres secteurs, l'automobile ou l'aéronautique. Et finalement, les sièges sociaux, ils sont restés à Paris. Est-ce que la région centre, elle est bien identifiée finalement, vu des sièges sociaux des grands industriels de la pharma? Les sièges sociaux, ils ne sont pas à Paris. Les sièges sociaux, ils sont partout dans le monde. Il y en a quelques-uns à Paris. Mais si c'était Paris, ça irait. Mais bon, bien sûr, on a notre champion national, Sanofi, et on en a quelques autres, Ipsen ou d'autres. Mais les sièges sociaux sont souvent bien loin de la France. Et l'identification de la région centre est rendue plus compliquée. Oui, on est une terre de production, mais on n'est pas une terre de recherche. On n'est pas, heureusement, on en fait, on en a, mais ça reste quand même relativement modeste. Et on n'est pas une terre de sièges sociaux, ça c'est sûr. Donc ça nous rend
il faut vraiment se battre vis-à-vis de ces sièges sociaux pour pouvoir faire valoir les atouts de notre région. Patrick Ibon-Defroy, peut-être une réaction sur ce. Oui, on sait très bien que, comme le dit Christophe aujourd'hui, que les instructions viennent de New York, Londres, New Delhi ou Tokyo. Hein. C'est pas nouveau en plus. Hein. Et clairement, il faut se battre là-dessus. Mais la région centre, et on l'a bien vu ces dernières années, est aussi considérée par les internationaux hein, comme étant aussi une terre de savoir-faire et d'excellence. J'ai souvenir que il y a quelques années de ça, 5 ou 6 ans, Arthur Delittle travaillait pour une entreprise étrangère qui souhaitait trouver une terre d'implantation dans le monde et était venu en région centre parce qu'en région centre, il y a énormément d'atouts. Proximité de Paris, un réseau routier excellent. Tours était intéressant parce que l'autoroute arrive dans Tours, à titre d'exemple. Le TGV, et puis un personnel compétent. Alors je ne prêche pas pour ma chapelle, c'est ce que nous avait dit le PDG de Chiesi quand il avait décidé de faire une nouvelle usine Chiesi à Blo. Oui, c'est exactement ça. Très bonne mémoire. Alors, on rappelle hein, quand même que la pharmacie est le premier secteur qui pèse dans les exportations régionales, devant la cosmétique, devant les céréales et devant la sous-traitance aéronautique, avec 5,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Alors, cela nous amène à la question des financements. On l'a évoqué tout à l'heure avec vous, Pascal Breton, hein, et j'ai senti que la création d'un fonds de soutien aux entreprises émergentes, ça vous faisait envie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Finalement, la recherche est-elle, ou disons la recherche appliquée, est-elle suffisamment soutenue en région centre? Oui, elle est suffisamment soutenue, jusqu'à un certain stade. C'est-à-dire que la recherche académique, le transfert de technologie vers l'industrie, c'est bien soutenu, c'est bien financé, et là-dessus, je pense qu'on doit reconnaître que notamment la région centre fait un travail extraordinaire pour soutenir la recherche académique et derrière donc les structures industrielles comme la nôtre qui en émergent. Bon, la difficulté, et ça c'est un sujet qui est malheureusement récurrent pour nous, la difficulté c'est que derrière vous avez un gros trou dans la raquette, c'est que pour pouvoir faire grandir une start-up biotech qui développe notamment des produits, mais pas seulement des produits, c'est aussi vrai dans le medtech, c'est aussi vrai dans le diagnostic, il faut de l'argent. Et évidemment, c'est par le rôle des collectivités territoriales d'investir en capital dans des entreprises nouvellement créées qui sont évidemment déficitaires, puisqu'évidemment il faut un peu de temps pour développer des médicaments et des biomédicaments en particulier. Et là, un entrepreneur comme moi, mais il y en a un certain nombre d'autres, qui ont besoin de faire grandir leur entreprise, ils sont face à, on va dire, à un mur, parce que, et sans réelle réponse, en tout cas au plan régional, parce que, comme le disait encore une fois Frédéric Pina, il n'y a pas dans cette région de fonds d'investissement en capital risque. Conclusion. Alors, il y a quand même CCD, Centre Capital Développement, il y a Sofimac Partner, il y a BPI France qui intervient, alors qui fait du capital risque innovation. Alors, si vous voulez parler de Sofimac, à ce moment-là, il faudrait qu'on réorganise une réunion comme celle-là ce soir, parce que là, je vais être trop long. Donc, je préfère, on va dire, mettre ça en parenthèse et dire simplement que dans cette région, on a un déficit très important en matière de financement, on va dire, amorçage, ça s'arrange. Mais le post-amorçage, c'est-à-dire entre le moment où vous avez une société qui commence un peu à mûrir et le moment où cette société va être en capacité, on va dire, d'aller faire une introduction sur les marchés boursiers. On va dire ça comme ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les gens, comme moi,
ils sont obligés d'aller voir des fonds d'investissement ailleurs, là où ils existent, c'est-à-dire en dehors de cette région. Donc ça... Et donc vous êtes allé chez Anjou, non, Anjou Expansion ou... Non. Non, on est allé dans le fonds d'investissement qui nous a apporté son soutien et sa confiance s'appelle Go Capital. Or, Go Capital, Go, ça veut dire Grand Ouest. Et Grand Ouest, sachant que la réforme territoriale n'a, a priori, mais après je pense que c'est entériné, absolument pas modifié le découpage des régions justement dans le Grand Ouest, Grand Ouest, on n'est pas dedans, c'est Pays de la Loire, Bretagne. Voilà, terminé. Voilà, une autre conséquence de cette réforme territoriale, c'est qu'on était dans les, on va dire, dans les 8 régions françaises et on se retrouve la dernière, la 13e, en poids financier et également, alors la région où les élus régionaux peuvent faire évidemment preuve de tout le volontarisme qu'ils veulent, sauf que l'enveloppe financière ne change pas et donc ça joue sans doute dans le soutien aux entreprises. Christophe Carissimo, peut-être votre mot là-dessus, vous qui avez une vision un petit peu régionale en ayant été à la tête du CODEL. Sur les financements, c'est clair qu'aujourd'hui c'est compliqué. C'est compliqué pour les petites structures en lancement, en développement. Effectivement, on trouve toujours quelques financements pour démarrer, mais le financement d'accompagnement derrière les deuxième ou troisième tours de table, aujourd'hui on a un déficit évident sur notre territoire. Donc il faut souvent aller chercher des financeurs à l'extérieur du territoire, ce qui en soi n'est pas forcément une catastrophe. Mais c'est que le financeur habite à 5 km ou à 5000, au fond, si ça permet de développer l'entreprise sur notre territoire, c'est pas vraiment ce qui compte. Mais il est clair que plus le financeur est loin, plus la relation de confiance, plus la proximité va être... la proximité est un atout forcément, hein, donc ça va être plus compliqué de trouver des financeurs à New York pour investir à Tours. Voilà. Patrick Ibon-de-Froin. Oui, là encore une fois, une prise de conscience est pilotée à l'initiative de la région et du département et de la préfecture de région, je vais y arriver, a été lancé plusieurs domaines potentiels de spécialisation, des DPS. Et il y en a une en particulier qui a été pilotée à la fois par Hervé Vattier et moi-même sur les biotechnologies. On a fait un certain nombre de préconisations, on a proposé un certain nombre de préconisations. L'idée de départ était de dire il faut arrêter le saupoudrage, entre guillemets. Et donc essayons de concentrer, entre guillemets, les fonds FEDER, les fonds BPI, les fonds européens, peu importe, les fonds régionaux et les fonds nationaux, on va les concentrer sur des domaines potentiels stratégiques de spécialisation. Et on est en train, avec la RIT, parce que ça a été sous l'égide de la RIT, en train de ressortir 2 ou 3 domaines clés pour aider, entre autres, et accompagner les entreprises dans cette évolution et mutation, dans les investissements éventuels, dans le fait de faire venir des startups, et comment on attire des startups. Et ce que dit très bien Pascal, c'est une fois qu'elles soient là, comment, là aussi, les startups, on les accompagne jusqu'au bout. C'est pas la peine uniquement d'amorcer, de les laisser en plein milieu du chemin. Cette prise de conscience est en cours et en chemin. Oui, parce qu'une start-up, finalement, de la filière biomédicaments, elle n'a pas les mêmes besoins capitalistiques qu'une start-up du numérique ou... Voilà, exactement. Peut-être un mot sur cette question-là, Xavier Monjanel. La question du financement et de l'accompagnement. La question du financement est un peu plus loin pour les industriels comme nous, puisque le financement des investissements traditionnels se passe par généralement les maisons mères, les actionnaires, les banques. Donc il y a un peu d'appel au soutien de la région. Bon, les derniers investissements qui ont été cités tout à l'heure, on a bien vu que il y a quelques subventions, quelques aides, des facilités pour pouvoir justement... Mais on pourrait imaginer, par exemple, comme dans l'aéronautique, avec les clusters aéronautiques du sud-ouest, Aerospace par exemple, on pourrait imaginer les clusters régionaux GREPIC pour vous et Pôle Pharma pour vous, qui interviennent et montent des fonds de soutien. C'est pas dans l'émission du GREPIC aujourd'hui. Bon, mais...
je crois qu'il faut s'interroger pourquoi dans cette région il n'y a pas ce financement, il n'y a pas cette réactivité pour accompagner les entreprises, et un financement qu'on trouve dans d'autres régions. Il y a des questions, se pose peut-être la question justement de l'animation d'une communauté industrielle et scientifique extrêmement dynamique qui finissent par attirer des startups et puis aussi attirer des financeurs et puis faire un réseau qui démarre. C'est un peu tout l'enjeu de la fondation du Biocube Institute, de la fondation et des outils qui ont été, qui sont lancés, qui sont construits pour compenser justement ce retard pris en région centre. Là, on ne parle pas de la France entière, on parle de la région centre sur les biomédicaments. Donc il faut déjà un outil, un réseau fédéré. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot alors justement de... Biocube, l'idée de départ elle est simple. Nous avions un plateau technique destiné à la pharmacie d'origine chimique. Et évidemment, il nous fallait un plateau technique destiné aux biotech. Et pour ce faire, on s'est évidemment aussi associé avec l'université François Rabelais-Tours, tout naturellement pour des milliards de raisons, de bonnes raisons, et avec le Crous pour permettre ces 160 logements. Comme vous le savez, on a posé la première pierre le 21 avril dernier. Le bâtiment devrait être livré soit fin de cette année, soit tout début de l'autre. Et son opérationnalité, c'est fin janvier 2016. 3 axes très rapidement là-dessus. Évidemment, l'axe formation. Nous, IMT, nous avons déjà démarré nos formations, comme ça a été dit, en particulier, entre autres dans la vidéo, avec 2 formations diplômantes supplémentaires. Je reste aussi bien sur la bioprod et sur la maintenance des équipements de bioprod. On est en train de réfléchir et de travailler sur un niveau 1, c'est-à-dire un niveau équivalent master, dans les domaines de conception de locaux, de formulation et de prod, mais voilà, pour faire très court. Quant à l'université, c'est la mise en œuvre d'une formation qui n'existe pas, en tout cas pas comme va le faire l'université François Rabelais-Tours en tout cas, une formation sur la licence, de niveau licence, biocontrôle et bioanalyse, et ensuite, a priori, 2 masters qui vont démarrer en 2017-2018 sur bioprod, biocontrôle et bioréglementaire. Formation qui, encore une fois, très curieusement, n'existait pas à ce point-là et dans ce détail-là en France. Alors ce qu'il faut préciser, c'est que vous n'avez pas attendu le Biocube pour faire ces formations, qu'elles existent déjà, que l'IMT est réparti sur 5 sites en France et pas seulement Tours. Vous êtes aussi présent à Évry pour être proche du Génopole d'Évry, qui est un site de production, mais également à Lyon, et que vos formations biotech sont placées à 100%, c'est ça ? Les 2 premières. Les taux de Les 2 placement... premières sont 100% biotech, le technicien spécialisé en bioproduction industrielle porte bien son nom, et technicien spécialisé en maintenance des équipements de bioproduction porte bien aussi son nom. Ça, c'est uniquement, je dirais, des formations destinées aux biotech. Il y en a d'autres après, qui ne sont pas des formations diplômantes, mais qualifiantes. Je passe vite. L'IMT, en tout cas, avait la volonté d'assurer un triptyque, c'est-à-dire tout ce qui est protéines recombinantes anticorps monoclonaux, surtout avec le projet Biocube. Ce qui est à Évry, tout ce qui est thérapie génique, thérapie cellulaire, on est à 200 mètres du Généton Bioprod, donc plus au cœur de la problématique, c'était compliqué. Et puis Lyon, un plateau technique, là aussi, particulièrement sur les vaccins, qui est une autre forme de biotech. Xavier Montjanel, sur cette question des formations, est-ce que, alors pour l'instant on ne lit pas dans le mar de café et on ne sait pas à quelle vitesse se fera la mutation de l'industrie pharmaceutique classique vers la bioproduction, est-ce qu'on peut estimer le nombre de personnes à former, et d'abord à transformer et puis à former en formation initiale ? C'est difficile. Est-ce que le GREPIC, vous avez fait ce travail-là ? Oui, le GREPIC ou Paul Pharma d'ailleurs ? Je me garderai bien de donner un chiffre. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut... Aujourd'hui, on essaie de mettre des talents de cette région au service du développement des biomédicaments. Donc l'IMT, tout son savoir-faire en formation, l'a largement prouvé depuis 30 ans. Et là, on apporte tout un savoir-faire en formation en biotechnologie qui n'existe pas en France. Donc Tours, la région, va être la première région à proposer
des formations, et on ne parle pas de 1 ou 2 formés, on parle d'un institut qui va pouvoir former des promotions, 50 étudiants, logés, parce qu'il y a un CROUS qui permet de les loger, puis ensuite le placement en apprentissage, enfin tout ce qu'on aimerait, et tout ce que on aimerait faire pour placer nos jeunes et qu'il y ait un peu moins de chômage. Donc ce savoir-faire, il est en train de se concrétiser, le Biocube va être construit, il sera livré à la fin de l'année. Bon. On y abrite un LabEx de Mabimprove qui va pouvoir amener tout son savoir-faire sur les anticorps monoclonaux, donc il sera un chef de file de ce savoir-faire qui va forcément cristalliser d'autres startups, d'autres chercheurs. Enfin, après, à nous d'orchestrer tout ça, mais forcément, ça va démarrer. Et les industriels de la région se fédèrent pour mettre un centre complet qui va être un centre de veille technologique, avec la possibilité de former des gens, d'y aller au fur et à mesure, et aussi de voir qu'est-ce qui sort de la recherche. Donc c'est un début, mais si on ne fait rien, on n'aura rien, c'est sûr, en biomédicaments. Moi, je pense que ça va amener, sous quelques années, ce manque en biomédicaments qui manque en région. Très bien. Merci messieurs. Alors on arrive proche du terme de cette première table ronde et je dois laisser la parole dans quelques minutes à mon confrère Jacques Huguenin pour la partie sociétale et culturelle de cette soirée. Est-ce qu'il y a des questions sur le point de vue économique? On a parlé process industriel, mutation industrielle, on a parlé financement de la recherche, financement de cette mutation industrielle. Alors voilà, il y a un micro qui va circuler et puis après on reviendra vers nos intervenants pour un mot de conclusion. Voilà, présentez-vous et puis posez votre question, je vous en prie. Bonjour, Serge Richard, je dirige un CRO préclinique à Bougie, dans le Cher. Alors un CRO, on va peut-être préciser parce que tout le monde n'est pas... Une société de recherche sous contrat qui fait du développement pharmaceutique, donc de produits d'origine chimique ou de biologiques. Pour l'enregistrement, pour le dossier d'AMM. Voilà, pour la mise sur le marché des médicaments, il y a les Contract Research Organization, CRO, société de recherche, pour les phases 1, 2, 3 Pour toute la préclinique, préclinique phase 1, préclinique phase 2, préclinique phase 3. Donc ce que je veux, c'est d'abord apporter un témoignage pour dire, d'abord je remercie les intervenants, c'est très intéressant, et pour dire que effectivement, bon, la chimie a peut-être encore de beaux jours devant elle, sans doute, mais moi, pour ce qui est de notre expérience, on va faire à peu près 6,5 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année, donc 80% à peu près à l'export, et des small molécules, on n'en voit plus. On en voit venir un petit peu de l'Inde, quelques boîtes, on va dire, de taille moyenne, les middle size, qui avaient déjà des projets en cours, mais c'est devenu tellement compliqué, bon, qu'ils continuent. Mais je pense aussi que les biologiques, comme ça que les anglo-saxons les appellent, bon, les biomédicaments, on va dire, ça répond à 2 questions en fait qui se sont posées. La première, l'harmonisation des études au niveau international pour développer une small molécule, les contraintes réglementaires sont telles que moi je vois difficilement aujourd'hui comment il va être possible de sortir de nouveaux produits si on ne fait pas quelque chose pour alléger la législation qui est devenue imbuvable et c'est infaisable. Hein. Et il faut savoir que les small molécules, le risque pour arriver jusqu'à l'AMM, il est énorme, hein, c'est la loterie. On en sort une sur des milliers. Bon, les biologiques, on a l'évolution des connaissances qui a été importante ces dernières années notamment. Et aussi, il faut dire que si la production est très chère, de toute façon, elle est répercutée après sur le consommateur, mais le développement préclinique et clinique est beaucoup plus contrôlé que pour les small molécules. Donc c'est encore un facteur qui joue pour l'avenir vers le développement massif et prépondérant des biomédicaments. Parce que, au point de vue préclinique, bon, vous négociez avec les agences d'enregistrement le plan de développement. Donc il n'y a pas des guidelines très précises, ça va peut-être se modifier dans les années à venir, mais ce n'est pas réglementé comme ça l'est pour les small molécules. Donc ce qui fait que si la production est très chère, le développement préclinique, et y compris le développement clinique, l'est sans doute moins que pour les small molécules. Peut-être Pascal Breton, votre témoignage par rapport à cette question, parce que des réponses malheureusement on ne peut pas en apporter sur la lourdeur de la législation concernant...
C'est vrai que je vous rejoins dans une large part par rapport aux contraintes de développement associées aux biomolécules. Quelque part, on apprend en marchant. Sur le cadre réglementaire, il y aurait beaucoup à dire. Est-ce qu'on peut donner un petit exemple pour illustrer Oui, je ne sais plus où est-ce qu'on a parlé de ça, si c'est ici ou c'était chez BPI tout à l'heure, mais le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est la notion d'OGM. C'est ici. Oui, c'est Xavier, c'est Monsieur Vattier qui a introduit. Oui, c'est Hervé qui en parlait tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Mais la notion d'OGM, mais là, quand on entend un débat public, à la télévision, je ne sais quoi, et qu'on entend ce qui se dit, mais on se tirerait une balle dans le pied, on aurait plus vite fait. Et nous, chez Vitam Ferro, qui développons des OGM, très sincèrement, quand j'entends ça, je me dis, mais il faut très vite que je trouve des partenaires, mais que je trouve des partenaires en dehors de l'Hexagone, et même pire, en dehors de l'Europe. Parce que, voilà, on est en France, on joue à se faire peur. Et finalement, on regarde passer le train. On applique trop fort le principe de précaution. C'est là où je rejoins Monsieur Richard. Il dit, bah oui, déjà c'est extrêmement compliqué, c'est flou, et en plus, il y a tout un tas de barrières réglementaires qui sont mises en place, etc., et qui ont vocation finalement à quoi? À décourager les initiatives et à nous faire prendre beaucoup de retard par rapport, notamment, à nos amis anglo-saxons. Voilà. Vous savez, je vais ajouter une chose, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'ai reçu moi de l'information la semaine dernière. Il y a ce qu'on appelle une ECI qui est partie, European Citizen Initiative, et qui, les anti-vivisectionnistes, c'est comme ça qu'on les appelle, il y a eu 1 300 000 signatures qui se sont réunies en Europe. Et donc ça veut dire que dès qu'on passe le million, on est obligé d'organiser, théoriquement, une votation, comme disent les Suisses. Alors là, je vous arrête parce qu'en fait, on est en train de faire la transition avec la table ronde suivante. C'est l'objet de la table ronde suivante. Et c'est intéressant, mais on va juste, je pense que mon confrère va y revenir. Pour rejoindre ce qu'a dit monsieur de Vitam Ferro, monsieur Breton. Et ce qu'il demande, c'est la suppression carrément de l'expérimentation animale pour le développement du médicament. Si jamais c'était voté, ça veut dire que la recherche, c'est important de le dire ici quand même, où il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au développement du médicament. La recherche sur les biomédicaments, c'est terminé en Europe. Alors, on va conclure maintenant. Sans vouloir faire une transition avec le débat qui va suivre tout à l'heure, mais pour rebondir sur la partie OGM, n'oubliez pas que le Biocube, c'est biomédicaments et bioactifs cosmétiques. Il est évidemment, alors je dis souvent que la science va plus vite que le réglementaire, et le réglementaire va plus vite que le comportement sociétal. Dites à un homme ou une femme aujourd'hui qui va prendre un produit cosmétique issu d'actifs qui eux-mêmes sont issus d'OGM. Voilà, je n'en dirai pas plus. Vous posez la question. Alors un mot, peut-être on fait un rapide tour de table, messieurs, pour un mot de conclusion sur cette table ronde. Xavier Monjanel, on repose la question de départ. Est-ce qu'il y a une opportunité, est-ce qu'il y a une potentialité pour les biomédicaments en région centre? Oui, je suis convaincu qu'il y a une opportunité de construire quelque chose, d'une région aussi fortement experte que le sont aujourd'hui des régions comme l'Alsace ou la région Rhône-Alpes qui ont pris beaucoup d'avance. Donc construire ce tissu, cette communauté d'industriels, de scientifiques qui va permettre justement d'initier les start-up, de les attirer, d'attirer les financeurs. Et ensuite, il y a des industriels pour faire des lots pilotes, pour faire des lots d'essais, pour mettre en concept. Je pense qu'on y arrivera. Peut-être que nous, on ne le verra pas. C'est pour les générations qui arrivent qu'on le fait. Christophe Carissimo. Je pense qu'on a beaucoup d'atouts dans la région. On a certes, de façon générale en France, c'est dans la région un peu de retard, mais on s'est donné les moyens aujourd'hui de réussir. On a parlé tout à l'heure de l'IMT, donc avec cette initiative, la première en France de formation, qui est particulièrement intéressante. On a parlé du Biocube, Pôle Pharma qui est là pour fédérer. On a beaucoup de savoir-faire ici
Et je pense qu'on a des atouts pour réussir. Il reste un long chemin à parcourir, mais en tout cas, on s'est donné les moyens de prendre le lead en France sur ce domaine-là. Patrick Ibon-Neufrin, votre mot de conclusion. Moi, je crois formidablement à l'avenir, entre guillemets, de l'industrie pharmaceutique, en particulier dans la région centre. Je crois que la prise de conscience a été faite au niveau des préfectures de la région, du conseil régional, voire de certains conseils départementaux. Cette prise de conscience est là. Il y a des start-up, comme Terali, par exemple, qui ont plein de projets. Enfin, il y en a d'autres qui arrivent dans le cadre de l'INRA, Anouzi, qui eux aussi arrivent avec plein de projets. Heureusement que ces projets arrivent, sinon l'industrie pharmaceutique aurait connu ce que la sidérurgie a connu il y a quelques dizaines d'années. Merci. Pascal Breton, un mot de conclusion, même si votre plaidoyer pour... Moi, je suis optimiste. La seule chose, en même temps, je suis réaliste. Donc, le travail qui a été accompli depuis quelques années, une dizaine d'années, est un travail remarquable qui va évidemment dans le bon sens. Mais il y a encore beaucoup à faire. Notamment, on l'a dit, dans le financement, j'y reviens pas, mais il y a aussi beaucoup à faire dans, on va dire, l'identification de l'innovation et la façon dont on peut extraire cette innovation des laboratoires de recherche publique. Et alors, il y a des noms qu'on n'a pas cités ici, et qu'on devrait citer de manière quasi systématique, et qui devraient être impliqués dans ce débat, c'est évidemment les universités, mais ça on les a cités, c'est le CNRS, l'INSERM, l'INRA, et j'en passe les meilleurs. Enfin, on va dire les grands organismes de recherche publique. On a l'impression très désagréable qu'ils sont en dehors du débat, et pourtant ils sont centraux. Donc, je suis toujours assez dubitatif par rapport au positionnement de ces grands organismes de recherche. Comment ils voient les choses? On ne voit jamais le directeur général du CNRS, jamais le directeur général de l'INRA dans cette réunion, et pourtant ils ont un rôle essentiel. Donc, ça fait partie des choses qui, pour moi, sont absolument prioritaires, c'est de mettre autour de la table les grands organismes de la recherche sans lesquels rien ne sera véritablement possible en termes d'innovation. Je dis bien dans les sciences de la vie. On va dire à l'exploitation du fruit des recherches qui sont observées dans les laboratoires publics, notamment ici à l'Université de Tours, à l'Université d'Orléans ou ailleurs. Merci Pascal Breton, merci à vous, je pense qu'on peut les applaudir. Et je vais passer la main à... Merci messieurs.